J'enseigne le management, c'est-à-dire la meilleure façon de un prédire et 2 contrôler autrui, qu'il s'agisse d'un supérieur, d'un subalterne, d'un collègue ou d'une équipe. Prédire et contrôler est par excellence ce qui définit la compétence. Le premier outil pour quiconque se voit confier une mission de management est le contrôle de soi. Mise en situation, le contrôle de soi n'a qu'un but, rendre possible le contrôle de l'autre. D'où le deuxième outil, la capacité d'influence. L'une des clés de toute carrière au sein d'une organisation est de faire en sorte que ceux avec qui vous travaillez finissent par travailler pour vous, qu'ils se trouvent en dessous, à votre niveau, ou même au-dessus. D'où le point délicat du nécessaire équilibre entre compétition et collaboration. J'insiste, si vous voulez être autre chose qu'un simple employé, il faut que votre objectif devienne celui du plus grand nombre de tous ceux qui vous entourent. Chaque fois qu'en session je cherche à illustrer ce point, je raconte l'histoire de Kandata et du fil d'araignée d'argent. Kandata était un voleur qui avait été condamné aux enfers. Il arriva que le Bouddha, se promenant au paradis, aperçut Kandata se débattre avec d'autres damnés dans une boue de sang au fond d'un puits. Le Bouddha se souvint alors que Kandata n'était pas complètement mauvais. Un jour qu'il marchait en forêt, il avait choisi d'épargner la vie d'une araignée sur laquelle il avait failli marcher. Touché par la compassion, le Bouddha prit un fil d'araignée d'argent et le suspendit au-dessus du puits jusqu'aux enfers. Kandata, qui levait les yeux à ce moment-là, aperçut le fil d'argent, parvint à s'en saisir et démarra son ascension. Fou de joie à la perspective d'échapper à son sort, il se hisse à toute force le long du fil. Au bout d'une dizaine de tractions, il regarde vers le bas pour mesurer sa hauteur et s'aperçoit soudain que d'autres damnés suivent son exemple et se hissent également. La rage gagne aussitôt Kandata, qui se met à hurler aux suiveurs de lâcher prise avant que le fil ne casse, qu'ils n'ont pas le droit de monter, que le fil n'appartient qu'à lui et à lui seul. Il hurle, c'est mon fil. À peine a-t-il prononcé ces derniers mots qu'ils retombent tous dans la boue sanglante. Le Bouddha a coupé le fil. Christine est l'un des coups de cœur de ma vie. Vous connaissez cet élan spontané qu'on ressent immédiatement pour quelqu'un qu'on aperçoit ou qu'on rencontre pour la première fois. Croyez-le ou non, mais je n'ai vécu cela que très rarement. Cette jolie Australienne d'origine indienne enseignait l'anglais au Japon dans l'école de langues étrangères et de conversation où j'enseignais le français. Allez savoir quels mécanismes cérébraux et hormonaux étaient à l'œuvre, je me souviens l'avoir remarqué le premier jour et d'avoir été bouleversé sur le champ. Le temps passa et il nous arriva d'échanger quelques mots de temps à autre entre les cours, mais rien qui ne me permit jamais d'emmener plus avant notre relation. Jusqu'au jour où j'aperçus par hasard Christine de loin à une cabine. Les portables existaient déjà à l'époque, mais les appels internationaux demeuraient chers. Et j'en conclus aussitôt qu'elle devait être en train de parler à sa famille. Son appel semblait parti pour se prolonger, mais je décidai d'attendre pour avoir enfin une chance de lui parler en dehors de l'école. Elle raccrocha, et nonchalamment, je m'approchai d'elle. Je feins la surprise, et je sais aujourd'hui qu'elle en fit autant. Je lui proposai d'aller prendre un verre. Pour mon plus grand bonheur, elle accepta. Quelques semaines plus tard, nous avions convenu que je l'emmènerais visiter Sankei, un des plus jolis et des plus romantiques parcs de Yokohama. Le jour venu, la promenade se passa bien. Quoique sur la réserve, Christine n'était pas hostile, et semblait même disposée à me laisser ma chance. J'envisageais un rapprochement sur une plateforme située en haut d'une des collines du parc, et le seul endroit qui offrait l'intimité nécessaire à toute tentative de séduction. La tour du vent à la cime des pins n'était malheureusement, et comme son nom ne l'indiquait pas, rien d'autre qu'une affreuse verrue de béton, quelque chose comme un blocos sans parois. C'était aussi le seul lieu d'observation du parc donnant sur l'extérieur, lequel offrait une vue imprenable sur la mer et sur la laideur cauchemardesque d'un paysage lourdement ravagé par l'industrie. Mais j'espérais qu'au moins nous y serions seuls, et arrivé sur place, je ne m'étais pas trompé. Nous nous y trouvâmes presque seuls. Presque, car un vieux monsieur japonais s'y trouvait également. Aussitôt il vint vers nous pour entamer un semblant de conversation dans un anglais plus qu'approximatif. Je n'y étais pas opposé du reste, puisque cela me permettait de fanfaronner à moindre frais en japonais devant Christine, et puis de lui montrer quel garçon sympathique et sociable j'ai été.
Le vieux monsieur japonais était parfait pour cela. Charmant, euphorique, si couleur locale, enthousiasmé par la possibilité de pouvoir échanger avec un étranger sans la barrière de la langue, il commença à me poser une série de questions sur le pourquoi, du comment de notre présence dans son pays, le tout avec un énorme sourire béat et innocent. Ne comprenant pas un mot, Christine avait fini par se détourner de l'échange pour se concentrer sur le paysage. De mon côté, je commençais à m'inquiéter qu'elle s'en lasse vite, et je tentais de me dépatouiller du sympathique monsieur pour mener enfin le projet de toute une journée à sa conclusion. Mais le bavard ne me lâchait plus, il s'accrochait à moi encore et encore, et chaque fois que je faisais mine de m'éloigner de lui, il revenait à la charge avec de nouvelles questions. À sa décharge, c'était un vieux monsieur du quartier, qui cherchait seulement à s'occuper, et pour qui parler avec un étranger comme moi était sans doute la chose la plus intéressante qui lui était arrivée depuis longtemps. À ma décharge, je voyais venir le moment où Christine allait finir par s'éloigner et entamer sans m'attendre le chemin de la descente. Je cherchais désespérément à faire comprendre au vieux monsieur qu'il était temps de mettre fin à notre échange. Mais lui, tout à son bonheur, continuait à s'accrocher à moi aveuglément. Je multipliais les signaux, presque de détresse, pour qu'il me laissât enfin seul avec Christine, jusqu'au moment où, n'y tenant plus, je lui sortis, avec le sourire et dans mon meilleur japonais, quelque chose comme «Merde, tu vas pas me lâcher les couilles? T'as de la merde dans les yeux ou tu vois vraiment pas que tu me gonfles depuis un quart d'heure? Casse-toi!» J'interprète en vérité pour rendre la façon dont ce que je lui dis dut résonner à ses oreilles. À moins d'être un yakuza, le japonais courant a très peu recours au vocabulaire ordurier. Toujours est-il que ma petite sortie fit visiblement son effet, et n'aurait pas été plus dévastatrice si je l'avais giflé, ou mieux, si je lui avais craché au visage. Le vieux monsieur, que je trouvais encore si charmant quelques minutes plus tôt, se pétrifia. Son air heureux s'effondra, et si j'y avais prêté plus attention, j'aurais presque pu entendre le claquement dû au relâchement soudain de ses zygomatiques. Nous maintînmes nos regards, une seconde encore. Je continuai à lui sourire froidement. Puis il se détourna, visiblement meurtri, et s'excusa penaudement avant de nous quitter d'un pas rapide. Je dois le dire, je me foutais de sa susceptibilité. Je n'eus pas honte de mon comportement, et c'est soulagé que je me retournai vers Christine. Celle-ci avait en fait assisté à toute la scène. Certes, elle ne parlait pas japonais, mais elle avait parfaitement compris. Et elle m'avait déjà jugé, je le sentais à présent. Tu lui as dit de partir pour te laisser avec moi? Un peu. Sans un commentaire de plus, elle retourna son attention sur le paysage. Nous avions beau être en été, ce fut comme si la température venait brusquement de chuter de 20 degrés entre nous. Il me reste même une photo pour m'en souvenir. Bientôt d'autres personnes vinrent nous rejoindre sur la plateforme, et nous ne fûmes plus seuls. Du moins, Christine, car seule, moi je l'étais, depuis que dans la seconde qui avait suivi mon aveu, Christine m'avait irrémédiablement tourné le dos. Il ne se passa jamais rien entre Christine et moi. Pour une raison que j'ignore, elle accepta à nouveau une ou deux de mes invitations. Nous passâmes encore quelques soirées ensemble, dont une où je tentais ma dernière chance, dans un cimetière cette fois. Je suis européen après tout, j'ai grandi dans un musée à ciel ouvert, et pour moi rien n'est plus romantique que les ruines et les décombres. Il se trouve que c'était le cas du vieux cimetière pour étrangers de Yokohama. Il fallait vraiment que je sois fou de Christine pour que je m'ouvrisse à elle comme je le fis. D'ailleurs, je ne le fis jamais plus ensuite, pour personne. Quelque temps après, je quittai l'école où elle et moi enseignions, et j'appris plus tard qu'elle était finalement sortie avec un autre professeur, un type sans intérêt comme je l'avais prévu. Je ne suis pas riche, je ne suis pas le plus brillant, et je suis loin d'être un canon. Il faudra que je me fasse un jour diagnostiquer d'où me vient cette confiance en moi. Mais quel rapport avec ma première partie sur le management, me direz-vous? Et quel rapport avec Kandata sur son fil d'araignée d'argent? Des années plus tard, donc, j'enseignais en session l'importance de faire en sorte que les gens travaillent pour eux à de nouveaux managers. Que vos objectifs deviennent les leurs. L'un d'entre eux me demanda un exemple concret tiré de mon expérience professionnelle. Je le lui donnai. Puis il m'en demanda un tiré de ma vie personnelle. Et tandis que j'y réfléchissais, me revint le souvenir de cette journée avec Christine.
Qu'est-ce qui m'avait empêché de mettre dans la complicité ce vieux monsieur japonais? Il aurait admiré Christine, belle comme la lumière, il n'avait pas le choix. Puis il m'aurait regardé, il m'aurait fait son plus beau sourire, assorti d'un clin d'œil un peu paternel et, sans qu'elle s'en aperçût, d'une tape amicale sur l'épaule pour me dire, peut-être un peu envieux, sans doute aussi heureux pour moi, elle est magnifique, tu as raison. Et enfin, avant de partir, tel le Bouddha au paradis au moment de reprendre sa course, il m'aurait offert pour l'éternité ses encouragements, sa bienveillance et sa bénédiction.